Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, la paix selon Donald Trump. Le président américain s'attaque au dossier ukrainien par la face russe. Des négociations directes avec Vladimir Poutine sont lancées. Volodymyr Zelensky est mis quasiment devant le fait accompli et l'Europe semble hors jeu. Alors que signifie cet accord Trump-Poutine et quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine une fois amputée d'une grande partie de son territoire? Question de notre grand débat. Ce soir, dans Franc-Parler, la nouvelle ministre de la Ville, elle a décidé de s'attaquer aux bailleurs sociaux qui n'entretiennent plus les barres d'immeubles, mais comme beaucoup de ses collègues, son budget a été raboté. Juliette Méadel est notre invitée tout à l'heure. Enfin, grand angle ce soir sur l'affaire Betaram qui embarrasse François Bayrou. LFI dénonce un scandale d'État. François Bayrou était-il au courant de cette affaire de violence sexuelle dans l'établissement où il a scolarisé ses enfants? Nous en parlerons avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà donc pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. C'est parti. Donald Trump est-il en train de négocier l'avenir de l'Ukraine sans l'Ukraine? Nouvelle illustration de la brutalité du président américain, l'annonce hier de son très long tête-à-tête téléphonique avec Vladimir Poutine et dans la foulée du lancement de négociations immédiates pour mettre fin à la guerre. Annonce qui soulève énormément de questions ce soir sur le format précis de cette négociation, sur ce qui peut en sortir. Zelensky, l'Europe ont-elles les moyens de peser sur cette négociation qui aura des implications majeures pour l'avenir des 27? Bonsoir Nathalie Loiseau. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée Renew, membre du parti Horizon d'Édouard Philippe et ancienne ministre de l'Europe. Bonsoir Nicolas Tenzer. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes enseignant à Sciences Po, fondateur du blog Tenzer Strategics, auteur de Notre guerre. Vous étiez venu nous en parler, c'est aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Guillaume Ancel. Bonsoir. Bienvenue, ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur du blog Ne pas subir et votre dernier ouvrage, je le rappelle, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, est à lire aux éditions Flammarion. Enfin, bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir Myriam. Ravi de vous retrouver, journaliste indépendant, reporter, essayiste et enseignant à Sciences Po. Merci à tous les quatre. Un débat qui s'ouvre comme chaque soir par le récap, signé ce soir par Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Cette initiative donc qui pourrait modifier l'équilibre du monde et isoler l'Ukraine. Oui Myriam, ils se sont appelés, ils sont même restés plus d'une heure au téléphone. Ce sont Vladimir Poutine et Donald Trump. Un coup de fil pour lancer très officiellement les négociations sur la fin du conflit en Ukraine, mais sans l'Ukraine. Donald Trump a tout réglé en direct avec Moscou. La Russie serait même prête à un cessez-le-feu d'après le président américain. Écoutez. Le président Poutine l'a dit, il veut que cela se termine. Il ne veut pas y mettre fin pour reprendre les combats 6 mois plus tard. Nous avons évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu afin d'arrêter les massacres. Et je pense qu'on finira par avoir un cessez-le-feu dans un futur pas très lointain. C'est limpide et désespérant pour Kiev. Les États-Unis s'alignent donc sur les desiderata de Vladimir Poutine, au premier rang desquels se trouvait l'isolement du président ukrainien. Et en parlant de mise à l'écart, c'est aussi l'Europe qui se voit totalement exclue des discussions. Mais pour le ministre délégué chargé du dossier, l'Europe doit défendre sa place. Je vois bien que ces conversations téléphoniques font du bruit et on en parle, il y a du commentaire. Mais une fois de plus, ce qui compte, c'est quand même la réalité du terrain. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que la Russie ne cesse en rien son agression, que les Ukrainiens continuent de se défendre et de résister de façon héroïque, qu'ils continuent de recevoir des armes, je tiens à le dire. Et c'est là que les Européens auront vraiment un rôle absolument central et primordial aussi dans le long terme. C'est précisément pour aider les Ukrainiens à assurer des garanties de sécurité, à assurer une dissuasion durable de l'agression russe et puis à se reconstruire, à se tourner vers l'Europe. Malgré tout, l'Europe se sent marginalisée et l'Ukraine trahie. Mais qu'importe. Hier, lors de la réunion pour la défense de l'Ukraine qui se tenait à Bruxelles, le secrétaire américain à la défense l'a martelé. Seule la méthode Trump peut apporter une paix durable. Il refuse que l'on qualifie l'initiative américaine de traîtrise.
Il n'y a pas de trahison, il y a la reconnaissance que le monde entier et les États-Unis sont investis dans la paix, une paix négociée. Comme l'a dit le président Trump, il faut arrêter les massacres. Mais à quel prix? Le secrétaire américain affirmera un peu plus tard aux journalistes présents sur place, en résumé bien sûr, qu'un retour aux frontières de 2014 est irréaliste et que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est exclue. Cet après-midi même, Volodymyr Zelensky s'est montré quelque peu amer quant à la méthode américaine. Il n'a pas vraiment apprécié que Donald Trump lui résume dans un second temps sa conversation volubile avec Poutine. Mais plus fataliste que jamais, le président ukrainien n'a d'autre choix que de s'en remettre à son homologue états-unien. Je n'accepte pas l'affirmation selon laquelle il était prioritaire pour Trump de parler d'abord à la Russie. Ce n'est vraiment pas très agréable dans tous les cas, mais dans la conversation, il n'a pas dit que Poutine et la Russie étaient des priorités. Aujourd'hui, nous faisons confiance à ses paroles. Il est très important pour nous de conserver le soutien des États-Unis d'Amérique. Demain, Myriam, Américains et Européens se retrouveront en Allemagne, à Munich, pour une conférence sur la sécurité. La situation ukrainienne sera bien évidemment à l'ordre du jour, comme peut-être aussi celle de l'Europe tout entière. Merci. Merci infiniment Valérie Brochard pour ce point complet. Est-ce que c'est la trahison de Trump que l'Europe redoutait? Nathalie Loiseau, je vais vous lire un tweet, je suis sûre que vous l'avez vu, de Raphaël Glucksmann. Trump agit comme les Occidentaux en 1938. À Munich, la Tchécoslovaquie fut offerte à Hitler sur un plateau dans des négociations dont ses dirigeants furent exclus. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue au Parlement européen? Je suis d'accord avec lui. C'est un lâchage de l'Ukraine auquel on assiste par Donald Trump. C'est un lâchage de l'Europe aussi, parce que quand on voit le rôle que Donald Trump serait prêt éventuellement à laisser à l'Europe, c'est-à-dire celui d'un carnet de chèques, la sécurité de l'Europe est en jeu en Ukraine. C'est un lâchage, mais ce qui me sidère, c'est qu'on soit sidéré. Vous n'êtes pas surprise du tout? Mais comment peut-on être surpris? Donald Trump a toujours eu une attirance particulière pour les durs, les dictateurs, les tyrans. Depuis 2016, il a une espèce de pas de deux avec Vladimir Poutine. On va en parler de la relation. Il s'est empressé de recommencer. Et dès sa campagne, quand il disait qu'il voulait régler l'Ukraine en 24 heures, ça voulait dire qu'il voulait pousser l'Ukraine sous le bus. Moi, ce qui me désespère, c'est à quel point l'Europe n'est pas prête, à quel point l'Europe a voulu se raconter des histoires. Je me souviens au moment de l'investiture de Donald Trump, un certain nombre de commentateurs et même de responsables, je ne sais pas si le mot d'ailleurs est très bien choisi, qui disaient ce qui est bien avec Trump, c'est qu'il est imprévisible. Alors un allié imprévisible, je ne suis pas sûre que ce soit positif, et en fait il est très prévisible. Il veut faire un deal. Ce qui est encore plus lamentable, c'est que cet homme qui a écrit un livre qui s'appelle « L'art du deal » commence la négociation en offrant des concessions considérables à la Russie. Il lâche tout. Il lâche tout. C'est vrai, Nicolas Tenzer. Il lâche la Crimée, il lâche tout le Donbass. En fait, les concessions qui sont faites à celui qui était encore l'allié des Américains avant son élection, très clairement l'Ukraine, il pousse Volodymyr Zelensky à la capitulation. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il prépare la future guerre. C'est-à-dire que ce qu'il appelle accord de paix, c'est la guerre qui va venir. Et la guerre qui va venir en Europe. La guerre en Europe ? Voilà, mais il faut voir effectivement, comme le disait Nathalie Loiseau, que ce n'est absolument pas surprenant. C'est-à-dire que pour Trump, le droit international, la liberté des peuples, l'indépendance des peuples, la souveraineté, le juste, le vrai, tout ceci n'a aucune importance. Il n'y a pas de distinction entre l'agresseur et l'agressé, entre la victime et le criminel. C'est un monde où tout est relatif, où rien n'importe, où rien ne vaut. Où les vies humaines, de toute manière, ne servent à rien, où on dépasse, vous savez, les peuples, les personnes, un peu comme des santons dans une crèche. C'est ça aussi la réalité de Trump. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un très mauvais négociateur. D'ailleurs, il a fait faillite quand même plusieurs fois dans les affaires, il ne faut jamais l'oublier. Finalement, il demande à quelqu'un qui exige tout, et il lui donne encore plus. C'est-à-dire que c'est comme si vous achetiez une maison qui vaut 50 000 € et vous offrez tout de suite 300 000. C'est ça. Et c'est cette histoire-là. C'est-à-dire que derrière, il n'y a aucun respect de la parole donnée. Et vous savez, je suis un assez fervent défenseur du lien transatlantique.
Aujourd'hui, je pense que de manière durable, pas uniquement avec Trump, que ce lien transatlantique est profondément abîmé. Ça n'est plus notre allié, détruit. Les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'attitude de Donald Trump sur l'Ukraine, s'il se range complètement, et c'est ce qu'il est en train de faire apparemment du côté de la Russie, je ne vois pas comment les États-Unis resteraient notre allié. Je pèse mes mots, et encore une fois, dans ma bouche, ça a un certain sens. D'un mot, s'il n'est plus notre allié, les États-Unis de Trump sont nos ennemis ? Je ne dirais pas ennemis à ce stade, mais ils jouent avec nos ennemis, avec la Russie et probablement demain avec la Chine. Vous avez tous des contacts en Ukraine, Nicolas Tenzer en particulier. Le format, il affiche tout, on a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette négociation, elle se fait sans l'Ukraine. L'Ukraine est spectateur de ce deal à deux et non acteur. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui peut se décider à deux ou à trois? Nathalie Loiseau a rappelé ce fameux bouquin, L'art du deal, qu'à défaut d'avoir écrit, Trump a signé il y a un bon quart de siècle maintenant. Moi, j'attends avec impatience le prochain opus, The Art of Surrender, l'art de la reddition. Et quand on entend son secrétaire à la Défense nous expliquer qu'il est le meilleur négociateur du monde, on s'inquiète pour la planète, parce que de fait, vous l'évoquiez à l'instant, Nicolas, il fait tapis avec une paire de deux. C'est-à-dire qu'il donne tout, effectivement. Et alors, sur la marge de manœuvre qui reste à l'Ukraine, on sent bien que, évidemment, Volodymyr Zelensky est extrêmement amer, et il a des raisons de l'être, mais à quoi s'accrocher ? Il est contraint encore aujourd'hui de ménager. Alors de même que quand on nous dit que ça n'est pas une trahison, c'est Magritte, ceci n'est pas une pipe, mais quand il dit, lui, Zelensky, je garde ma confiance à Washington, on sent très bien qu'il pense exactement le contraire. Puis un dernier point, je voudrais quand même citer une phrase de John Bolton, qui certes a rompu avec fracas avec Trump, mais qui a quand même été son conseiller spécial et son ambassadeur aux Nations Unies. Et que dit-il il y a quelques heures? En lâchant ses concessions, avant même l'ouverture de toute négociation, Trump a signé sa reddition à Poutine. Le préjudice aux intérêts des États-Unis en termes sécuritaires, ira bien au-delà de l'Europe centrale, et nos adversaires au Moyen-Orient et dans l'Indo-Pacifique le voient très clairement. C'est une réhabilitation mondiale quasiment de Vladimir Poutine. Les Russes ne pouvaient pas rêver meilleur scénario. Quand on regarde, Guillaume Ancel, la réaction des Russes aujourd'hui, Dmitri Medvedev, l'ancien président, dit « La conversation entre le président russe et américain a brisé la stratégie occidentale pour isoler Poutine ». Quand on regarde maintenant Leonid Slutsky, député à la Commission des Affaires étrangères à la Douma, Trump-Poutine, conversation qui a brisé le blocus anti-russe. Les deux hommes pourraient même se rencontrer. Et on parle même d'une potentielle visite à Moscou. Alors, il y aura une visite en Arabie Saoudite d'abord, mais ils vont se rendre visite chacun chez eux. On tourne une page de l'histoire. Oui, on tourne une page de l'histoire parce que, en fait, Trump marque la fin du droit international, pour imposer la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est celui qui a gagné ou qui a bluffé vis-à-vis des autres. On se souvient que le président russe est poursuivi par la Cour pénale internationale. Or, Trump va aller le visiter sans l'ombre d'un scrupule. Mais ce n'est pas ça qui est le plus grave. C'est que regardez comment on commente les déclarations de Trump alors qu'il nous ment en permanence. De sources sûres, l'équipe de Trump négocie avec Poutine depuis début novembre. Quand il nous annonce miraculeusement hier qu'il va commencer des négociations directes avec Poutine, en réalité, ces négociations sont quasiment terminées. En fait, il a déjà un accord et maintenant donc c'est la fin du deal, ça. Ce que je veux dire, c'est que là où il nous fait croire qu'on peut courir après le bus, en fait, le bus n'est plus là depuis longtemps. Et c'est ça qui est terrible pour Zelensky et les Européens, c'est qu'ils se sont laissés berner par le fait qu'ils pensaient que, bien sûr, ils seraient inclus dans les négociations et que, bien sûr, Trump n'oserait jamais dealer avec Poutine de cette manière. Et quasiment tout est fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est terminé. C'est une guerre secondaire déjà pour les Américains, ils le disent. Est repliée. Et ça va être terrible pour les Européens parce qu'effectivement, ça n'est pas seulement la sécurité de l'Ukraine qui est en jeu et l'avenir de leur résistance. Ça, je dirais que c'est pratiquement fini. Mais c'est la sécurité de l'Europe. Et en réalité, c'est toutes les frontières internationales. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Congo ou ce qui se passera demain à Taïwan. Trump vient d'ouvrir le fait que, en fait, ce sont les tanks et la force armée d'un pays qui décidera du dessin des frontières futures.
tout notre système de société repose sur le respect du droit. Et Trump vient de montrer que, en fait, la seule chose qui est importante pour lui, c'est la loi du plus fort. Oui, on verra quels sont ces pays européens qui tremblent, les États baltes en priorité. Un mot sur la relation, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Il est sous influence, Donald Trump, de Vladimir Poutine? Ce qu'on sait, c'est par exemple que dans l'une des nombreuses faillites de Donald Trump, la faillite de ses casinos ont été repris avec l'argent de l'oligarque russe. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas du complotisme, c'est une réalité. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, pendant la campagne présidentielle de 2016, une intervention massive de trolls russes contre Hillary Clinton et au profit de Donald Trump. Et on a les images encore en mémoire d'une conférence de presse de 2018 Helsinki, où Donald Trump, avec Vladimir Poutine, à Helsinki, disait « ingérence, rien à voir, ça n'existe pas ». Poutine m'a dit qu'il n'y en avait pas eu, je le crois. Et contre le FBI et contre tout le monde. Davantage confiance à la parole de l'ami Vladimir qu'à l'ensemble des 18 agences de renseignement américaines. L'Europe, on y vient, parce que c'est le sujet du soir. Est-ce qu'elle est hors jeu? Est-ce qu'elle est condamnée à regarder cette négociation sans pouvoir peser directement dans ce qui déjà semble décidé? Elle s'est condamnée elle-même depuis un moment, parce que l'Europe s'est bercée de mots. Souvenez-vous, depuis 2022, nous aiderons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Moi, j'aurais aimé qu'on dise autant qu'il le faut. La Russie ne peut pas gagner. Sur le papier, c'est parfait. Mais dans ces cas-là, on fait beaucoup plus que ce que nous avons fait. Alors, ça n'est pas que l'Europe n'a rien fait sur le plan militaire pour aider l'Ukraine. Elle a trop traîné. Elle a pris beaucoup trop de temps. Les décisions, celles de l'administration Biden aussi, ont toujours été lentes, hésitantes, très limitées. Alors que nous avons les moyens, nous sommes un continent riche. Nous avons, si j'ose dire, cette chance que ce sont les Ukrainiens qui se battent pour la liberté, qu'il n'y ait pas de troupes européennes en Ukraine contre Vladimir Poutine. Mais vous nous dites, Nathalie Loiseau, ce soir, l'Europe ne sera pas à la table de cette négociation. C'est sûr. Parce que vous avez vu Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union pour les affaires européennes, les affaires étrangères, elle dit « Aucun accord conclu dans notre dos ne fonctionnera. N'importe quel accord aura aussi besoin de la participation de l'Ukraine et de l'Europe. » On peut la croire? Ce qui est sûr, c'est que s'il s'agit, et c'est une bonne idée, de mettre des troupes européennes comme garantie de sécurité, sachant que les États-Unis ferment déjà la porte de l'OTAN avant même le début officiel de la négociation. Il faut quand même que les Européens, les Ukrainiens, soient à la table des négociations. Ce n'est pas quelque chose qui se décide à notre place. Oui, parce qu'on va venir aux garanties de sécurité après. Mais là, il s'agit d'être à la table. En fait, c'est pas possible puisque j'attends surtout la négociation, elle est finie. J'attends de voir à quel moment Vladimir Poutine arrête de bombarder l'Ukraine. Après le coup de fil de Donald Trump, il n'y a eu aucun ralentissement de l'agression russe contre l'Ukraine. Je crains que Donald Trump ne sache pas très bien ce que c'est que la Russie en guerre et ce que vaut la parole de Vladimir Poutine. Nous autres Européens, nous devrions le savoir. Entre Budapest, qui n'a pas été respecté, entre Minsk, qui n'a pas été respecté, entre ce que Vladimir Poutine avait dit à Emmanuel Macron juste avant le déclenchement de la guerre, et sur lequel il s'est manifestement assis, nous sommes bien placés pour savoir que ce que dit Vladimir Poutine, c'est une manière pour un chat de jouer avec une souris. Il ne s'arrêtera pas là, Vladimir Poutine? Il nous attaquera, nous, mais il est déjà en Europe, train de nous attaquer avec des moyens non militaires. Hybride. Mais tous les jours. Les sabotages, la désinformation, la corruption d'hommes et de femmes politiques à travers l'Europe pour porter ses idées, ça fait 20 ans que ça dure et ça a redoublé depuis le début de la guerre en Ukraine. Et sur le sol européen, les États baltes, vous y croyez, cette possibilité-là, Nicolas Tenzer? Oui, je le pense aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas sérieux. C'est-à-dire que d'abord, je crois effectivement, pour répondre directement à votre question, que effectivement l'Estonie, par exemple, peut être une cible. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? C'est-à-dire que concrètement, si l'Estonie ou n'importe quel autre pays de l'Union européenne et de l'OTAN est attaqué, est-ce que nous allons envoyer des troupes en nombre
pour contrer la Russie. Alors des troupes, quand je dis des troupes, c'est pas lesquelles au sol, c'est aussi bien sûr... Est-ce que les troupes de l'OTAN ou les troupes des troupes au moins d'une coalition de pays qui seraient volontaires. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y aura certainement pas de troupes américaines, mais est-ce que nous sommes, nous, volontaires pour le faire? Je pense que c'est ça la vraie question. Que deuxièmement, moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie Loiseau, nous n'avons pas été sérieux. Moi je me rappelle un certain nombre de propos officiels à certains moments en 2018-2019 où on disait « Ouh là là, il ne faut surtout pas répondre à la Russie parce qu'on risquerait de saboter la bonne relation franco-russe ». Vous avez eu vos amis ukrainiens au téléphone ? Un exemple très concret. Les 300 milliards d'euros d'avoir de la Banque centrale russe, dont 200 milliards sont en Europe, par la société qui gère ça, qui s'appelle Euroclear. Et vous avez encore aujourd'hui des réticences, y compris d'ailleurs des Français et des Allemands, pour saisir ces avoirs. Je veux dire, c'est absolument incompréhensible, et sur le plan juridique, et sur le plan légal. Nous ne sommes pas allés complètement jusqu'au bout des sanctions aussi, parce que l'Europe refuse, pour des tas de raisons, ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales qui viseraient des pays qui feraient... Donc on a manqué de volontarisme depuis le début. Juste un mot, et on va parler du terrain, parce qu'effectivement, il y a encore des soldats qui se battent en Ukraine, c'est important d'en parler. Comment ils vont accepter ça ? Cette partition-là, les Ukrainiens, ce sacrifice. D'abord, ils ne l'accepteront pas. Et surtout, il faut rappeler que les Ukrainiens n'ont pas perdu la guerre. Après tout, l'année dernière, la Russie a pris 3865 km², c'est-à-dire 0,6% de l'Ukraine. Les Russes n'arrivent même pas à récupérer intégralement la région de Koursk occupée par les Ukrainiens. Vous voyez les drones ukrainiens qui parviennent à frapper très loin, en profondeur dans le territoire russe, des raffineries ou des dépôts de munitions. Si on laisse le temps aux Ukrainiens, compte tenu de l'état de l'économie russe et de l'armée russe, les Russes, avec de l'aide occidentale et notamment européenne, sont capables de gagner. C'est ça la réalité. Et il ne faut jamais l'oublier. Je veux dire que le défaitisme qu'un certain nombre d'agents russes cherchent à propager en France ou ailleurs, c'est totalement inacceptable. Mais il faut, encore une fois, et ça c'est une nécessité, on le dit depuis très longtemps, il faut absolument se réarmer de manière massive. Alors on va Emmanuel Macron parlait, je termine juste là-dessus, de l'économie de guerre, et il disait que l'Union européenne devait se mettre en économie de guerre, c'était à Eurosatory en juin 2022, il avait raison, mais qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Bon, ça prend quand même du temps de faire une armée européenne, une Europe de la défense. Guillaume Ancel, vous allez nous dire ce qui se passe à Koursk, parce que ce soir, il y a toujours un contrôle d'une partie de cette région russe au nord de la frontière avec l'Ukraine. Sur le terrain, les combats se poursuivent, mais l'armée est à bout. Clément Perrault. Incessants, épuisants, les combats se poursuivent sur le terrain entre les armées russes et ukrainiennes. Si la ligne de front est restée relativement stable ces derniers mois, les forces russes semblent aujourd'hui gagner du terrain. Des combats intenses ont lieu sur le territoire russe dans la région de Koursk, où les Ukrainiens ont réalisé une percée en août dernier. Les Russes ont déjà récupéré plus du tiers des territoires concédés et concentrent désormais leurs efforts sur la ville de Soudja, que les Ukrainiens peinent à défendre. Sur le front Est, les combats sont intenses pour le contrôle du secteur de Kupiansk. Non loin de là, les Russes réalisent une percée autour de la ville de Siversk. Soldats et civils ukrainiens sont éreintés par cette guerre. C'est dans ce contexte que le président Volodymyr Zelensky paraît ouvrir la porte à des négociations. Dans le quotidien britannique Guardian de mardi, il dit « Nous échangerons un territoire contre un autre. » Mais quel territoire exactement? Tous nos territoires sont importants, il n'y a pas de priorité. La proposition de Zelensky a été balayée d'un revers de main par Moscou. En réalité, l'Ukraine n'est clairement pas en position de force pour un échange de ce type. Les quelques kilomètres carrés qu'elle occupe dans la région russe de Koursk pèsent bien peu en comparaison des territoires ukrainiens occupés par l'armée russe. Guillaume Ancel, expliquez-nous en quoi cette région de Koursk, qui avait 1500 km² contrôlée par l'armée ukrainienne, et c'est moins aujourd'hui, peut ou pas servir de levier potentiel d'échange contre d'autres territoires. Comment vous voyez la situation militaire? Je vais faire simple. Aujourd'hui, la Russie s'est emparée par la guerre
de 20% du territoire ukrainien. Ça fait à peu près 120 000 km². Les Ukrainiens, dans une opération surprise en août dernier, ont réussi à récupérer 1000 km², dont il reste à peu près la moitié entre leurs mains. Parce que les Russes ont beaucoup fait pour essayer de la récupérer, sans trop monter le niveau de guerre, pour ne pas montrer à leur population que quand même la guerre était sur leur territoire. Donc ils ont essayé de faire ça finalement à bas niveau de bruit. C'est un des seuls territoires sur lequel ils ont bloqué tous les... personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux du côté russe pour empêcher qu'on ait une information claire de ce qu'il se passe. Ce qui fait que Koursk, aujourd'hui, on pense que c'est de l'ordre de 500 km². Donc quand Zelensky dit « je suis prêt à échanger des territoires », pardon, mais il lui reste des pièces enceintes. En fait, évidemment que les Russes sont en position de force, d'autant que ça n'est pas Zelensky qui négocie avec les Ukrainiens, avec les Russes, pardon. Bien sûr que c'est Trump. Et Trump n'en a rien à faire. Lui, c'est un promoteur immobilier qui a l'habitude de négocier en milliards. Et par conséquent, il s'en fout de ces trucs-là. Il n'a aucune notion de relations internationales. La seule chose qui l'intéresse, c'est de trouver un deal le plus vite possible, parce qu'il est vexé. En réalité, il avait promis qu'il trouverait une solution en 24 heures. Et le 20 janvier, il était très courroucé de ne pas avoir trouvé un accord de cessez-le-feu. C'est sans doute pour cela qu'il accélère aujourd'hui, parce qu'il veut montrer qu'il a trouvé une solution et ne pas être humilié sur le fait qu'il n'arrive pas à stopper cette guerre, comme il a réussi à le faire à Gaza. Donc, à quoi peut-on s'attendre, Vincent Hegeux? Zelensky va retirer toutes ses troupes contre rien à Koursk? Une monnaie d'échange extraterritoriale. Koursk n'a de valeur que si, par ailleurs, vous tenez fermement vos lignes de front sur votre territoire. Et ce n'est pas le cas, puisqu'il y a ce grignotage continu qui vient d'être évoqué. Le scénario qu'il faut redouter, il a été d'ailleurs formulé assez clairement par Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, qui a fait mention, on l'évoquait tout à l'heure, du sale accord de Minsk. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on va confier comme tâche à l'Europe? C'est de contraindre Kiev à accepter l'inacceptable, avec une cote mal taillée de type Minsk. Et il faut quand même reconnaître, et à mon grand dépit, que l'Europe réussit cet exploit extraordinaire d'être prise de court sur une tragédie dont tous les paramètres sont connus, non pas depuis 3 ou 4 ans, mais depuis au moins 10 ans. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est très préoccupant. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Qui va garantir la sécurité de l'Ukraine? Si ce n'est pas l'OTAN, ils n'ont pas la bombe atomique, peut-être qu'ils l'auront un jour, les Ukrainiens, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ça veut dire qu'il va y avoir quoi? Des troupes européennes, dans quel cadre? Au sol ukrainien, une fois cette partition décidée? Il ne s'agit hélas plus de garantir la sécurité de l'Ukraine souveraine. Ça n'existe plus, et de son intégrité territoriale. Il s'agit de figer des positions qui, au fond, conduiront à entériner un état de fait qui est une annexion de plusieurs provinces. Dernier point, l'Institut français des relations internationales a diffusé aujourd'hui une note de l'un de ses spécialistes, Dimitri Minich, qui dit quelque chose de très intéressant sur le sale boulot qui va être confié à l'Europe, qui aura un triple effet extrêmement délétère, il le souligne. Bon, affaiblir Kiev, objectivement bien sûr, ternir l'image de l'Occident et auprès de tous les peuples qui, en fait, ont voulu croire aux valeurs que l'Union européenne prétend défendre et accentuer précisément la rancœur des Ukrainiens eux-mêmes vis-à-vis de cette erreur qui, de cette Europe qui, par ses palinodies, là, elle aussi trahit d'une certaine façon. Figer une annexion, c'est ça le rôle de l'Europe? Qu'est-ce qui va se passer? Mettons qu'on est déjà le jour d'après cet accord entériné, on imagine l'image, ils vont signer. Qu'est-ce qui se passe après pour l'Europe? D'abord, je ne sais pas s'ils vont signer si vite que ça, parce qu'il est possible que Vladimir Poutine, enhardi par une espèce de naïveté de Trump, qui commence par lui donner énormément de choses, en demande de plus en plus, et qu'à un moment, Trump se retrouve non pas à mettre en scène ce qu'il appelle la paix par la force, mais la paix à genoux. Mais il pourrait réclamer toute l'Ukraine, Poutine? Ce qu'on sait, les dernières déclarations en date de Vladimir Poutine, il ne voulait pas de Volodymyr Zelensky comme président, il voulait retrouver un président marionnette comme il a eu avant Maïdan. Donc il voudrait faire de l'Ukraine un protectorat russe. Et je ne sais pas si on imagine protectorat russe ce que sur ça tout le veut territoire. Dire
en termes de concentration, de richesse, de produits agricoles, ce que ça voudrait dire comme renforcement de la puissance russe. Et ça, les Américains laisseraient faire un truc comme ça? Il y a des terres rares qui intéressent Donald Trump. Non, mais il y a les terres rares qui intéressent Donald Trump, qui d'ailleurs se trouvent au Donbass. Je ne sais pas si quelqu'un a osé dire à Expliquez Donald ça, Trump, parce que c'est assez savoureux. Il voulait les terres rares d'Ukraine et il s'est rendu compte, le président américain. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte, je ne sais pas si quelqu'un le lui a dit, mais elles sont très majoritairement concentrées dans la partie qui aujourd'hui est contrôlée par la Russie. Donc je ne sais pas si Poutine ne les donnera pas à Trump. Que vante Donald Trump va vraiment être signé si vite que ça. En tout état de cause, avoir des troupes européennes pour garantir ce qui peut l'être de la sécurité de l'Ukraine, c'est notre intérêt. Je ne parle même pas de devoir moral, même si c'est évidemment... Mais on les a, ces troupes, en Europe, pour faire ce job-là? Parce qu'on n'a pas de défense européenne aujourd'hui. La guerre, c'est toujours le triomphe des apparences. C'est d'abord l'art du camouflage. Poutine est fragile actuellement, parce que son armée est épuisée par ces 3 années de guerre. Elle consomme beaucoup plus de matériel qu'il ne sait en produire. Et donc, si l'armée ukrainienne est extrêmement fatiguée, la sienne est très fatiguée aussi. C'est pour ça qu'il a conquis si peu l'année dernière, pourtant en concentrant ses moyens. Là, il a un agenda en tête qui est très clair. C'est le 9 mai, la grande fête de la victoire de la Russie. Il faut se rappeler que cette année, ce sont les 80e commémorations. L'année dernière, il était humilié parce qu'il n'a rien pu fêter le 9 mai 2024. Cette année, je pense que le 9 mai 2025, il a bien l'intention de dire « Regardez, j'ai gagné en Ukraine. J'ai gagné 20% du territoire, mais ce qui est énorme sur un territoire aussi grand que l'Ukraine. J'ai gagné face aux États-Unis. J'ai la garantie que l'OTAN est interdit, alors qu'en fait, c'était impossible pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN avant, ça n'était qu'un prétexte. Et puis surtout, il pourra se réarmer parce qu'aujourd'hui, Poutine est faible à l'étranger. Il n'a pas su défendre Bachar el-Assad en Syrie. Il ne saurait pas défendre l'Iran aujourd'hui, qui est extrêmement inquiète et qui attend le moment où Trump va autoriser Netanyahou à attaquer un Iran qui n'a plus de système de défense et il est faible en Afrique. Donc en fait, Poutine a besoin de s'arrêter. Et ça, il ne le dira pas, mais c'est très frappant dans l'état de son armée. Vainqueur sur tous les tableaux, Poutine. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Guillaume Ancel? Alors, si on le laisse faire, oui. C'est-à-dire que d'un certain côté, il va pouvoir aussi, parce qu'il espère que Trump va lever les sanctions, aussi effectivement faire repartir son économie et notamment son économie de guerre. Elles sont aussi européennes, les sanctions, ça on a encore oui, mais enfin, il y a le droit de les garder. Mais il y a les sanctions américaines qui sont quand même extrêmement importantes. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est ça qu'il espère. Et ça, ce serait effectivement une trahison. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle comme ça des territoires, des 20% du territoire. Dans ces territoires, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire l'occupation russe? Il faut toujours le rappeler. Ça veut dire des viols de masse, des exécutions sommaires, des déportations d'enfants, des tortures, des chambres de torture. Partout où les Russes vont, la première chose qu'ils font, c'est ouvrir ces salles de torture. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous pouvons donner à Poutine le droit de tuer, une sorte de permis comme ça? Et c'est ça, la réalité. Mais pour vous, cette question, c'est vous qui êtes aux manettes, l'actrice politique de ce plateau. Non, simple parlementaire, très engagé sur l'Ukraine. Pour l'Ukraine elle-même, parce que c'est un déni de souveraineté, c'est un déni aussi de la trajectoire démocratique. Mais il n'y aura pas de majorité dans ce Parlement européen à 27 aujourd'hui pour empêcher Poutine de faire ses exactions. Le Parlement européen, il votera certainement à nouveau du soutien à l'Ukraine, mais ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. Le pouvoir, il se trouve auprès des chefs d'État et de gouvernement des 27. On sait déjà que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est totalement aligné sur Poutine, que son comparse slovaque, c'est la même chose. Il faut que les pays européens, et parmi eux, je compte le Royaume-Uni, soient présents pour sauver ce qui peut l'être d'une Ukraine indépendante, démocratique et qui se tourne vers nous, sans quoi, en effet, qui aura encore confiance dans une alliance avec l'Europe? Merci, on va s'arrêter là. Un tout petit mot peut-être de conclusion. Il y a quelque chose à attendre dans les jours qui viennent à Munich, où là les Ukrainiens et les Américains seront ensemble. Ce qui est à attendre, c'est le moment où Trump et Poutine vont annoncer que leur accord est signé, parce que tout ça est déjà enclenché, et peut-être une crise institutionnelle, parce qu'on réalise enfin que l'Union européenne a été conçue comme un club de commerçants, alors que pour résister à des empires menaçants, il faut les États-Unis d'Europe. Merci. L'Europe se construit dans les crises. Celle-là, elle est comme ça. On verra ce que ça donne. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat. Et bonsoir, Juliette Méadel.
Merci d'être mon invité. Franc-parler dans un instant. Nouvelle ministre de la Ville, votre budget, comme beaucoup d'autres de vos collègues, a subi un coup de rabot. On va en parler. Quelle politique pour les quartiers? Quand on a moins de moyens à déployer, eh bien on fait du concret. L'invitation d'Hélène Bonduel, interview juste après. Si on vous invite, Juliette Méadel, c'est pour évoquer avec vous la politique de la ville, votre nouveau portefeuille au gouvernement. Ancienne porte-parole du Parti socialiste aux côtés d'Olivier Faure, vous devenez secrétaire d'État chargé de l'aide aux victimes sous François Hollande. Femme de gauche, vous avez accepté d'entrer au gouvernement Bayrou. Votre ministère a décidé de s'attaquer aux quartiers populaires de la ville et aux conditions de vie dans les nombreux logements sociaux vétustes. Dans les appartements, on a des difficultés de chauffe, on a des difficultés, le quotidien, les ascenseurs qui ne marchent pas. Quand nous interpellons les prestataires, des fois, on nous laisse 3 jours sans ascenseur. J'habite au 8e étage, je ne peux pas transporter des courses à mon âge, je suis à la retraite. Ascenseur en panne, boîte aux lettres cassées, parking délabré. Vous lancez un ultimatum aux bailleurs sociaux. Faute d'assurer leurs obligations d'entretien, ils pourraient se voir retirer leur avantage fiscal. Dans vos dossiers aussi, la fin des emplois aidés dans les quartiers populaires, qui fait polémique. Les quartiers populaires se préparent à subir une véritable hémorragie sociale avec la suppression annoncée des 5000 postes d'adultes relais. Ces emplois ne sont pas de simples lignes budgétaires, ils incarnent une présence humaine indispensable dans des quartiers où la fracture sociale ne cesse de se creuser. Vous avez également en charge le plan Marseille en grand, lancé en grande pompe par le président de la République il y a 4 ans et récemment épinglé par la Cour des comptes. 5 milliards d'euros budgétés pour rénover la ville, les écoles, les transports, et à peine plus d'1% réalisé. Juliette Méadel, en marge du sommet de l'IA, vous venez de lancer le collectif Quartier 4.0, un programme de développement d'intelligence artificielle dans les quartiers populaires, l'IA comme outil de transformation et d'émancipation sociale. Et bienvenue sur ce plateau, Juliette Méadel. Alors, 609 millions en 2025 contre 644 en 2024. Vous vous en sortez plutôt bien, mais vous accusez quand même une baisse de 4% de vos crédits. Vous avez sauvé les meubles? Oui, d'abord, pardon, c'était 639. Ah, pardon. Et c'est 610, mais peu importe. Oui, on a sauvé les meubles, vous avez raison de le dire. On a sauvé les meubles et c'est important parce que ce sont quand même des zones où il y a un grand taux de pauvreté, beaucoup de fragilité. J'étais encore aujourd'hui dans le Nord, à Dunkerque, à Lille, à Los. C'est des zones frappées quand même par un chômage massif, un taux de pauvreté qui frise les 40%, ce qui est quand même beaucoup. Et puis des barres d'immeubles avec des appartements vides. Et franchement, imaginez-vous que dans ces cités-là, dans ces quartiers, il n'y a personne en fait. C'est très, très Comment ça, il y a personne saisissant. Eh bien, il n'y a personne qui se promène dans les rues. C'est vide. C'est-à-dire que c'est vide. C'est-à-dire que c'est quand même des endroits avec une grande solitude. Et des personnes qui sont marquées par une misère, hein, quasiment. Et c'est pour ça que c'est très important que l'État y soit, que les collectivités locales y soient et que les bailleurs sociaux soient présents pour construire et puis rénover. La rénovation urbaine, ça remet un coup de neuf justement, quand même. Hein. On peut faire des choses très concrètes dans les quartiers sans forcément un grand plan Marshall ou une loi nouvelle. Vous avez décidé de vous attaquer aux bailleurs sociaux qui n'entretiennent plus les barres d'immeubles, les cages d'escalier dégradées. Donc vous revenez du Nord, vous étiez à Marseille, je crois que vous étiez aussi à Lyon. Oui, j'étais. Avant de nous dire comment vous allez faire pour obliger les bailleurs sociaux à appliquer la loi et à réparer les ascenseurs, c'est très concret. Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement? Alors, bon, d'abord, je ne veux pas dire s'attaquer aux bailleurs sociaux. Il ne faut pas dire ça parce qu'ils construisent, ils sont présents. Et franchement, s'ils n'étaient pas là pour financer le logement social, on serait bien embêtés. Donc, on travaille ensemble. Moi, j'ai constaté des habitants qui me disent, à Vaux-en-Velin, par exemple, avec la maire Hélène Geoffroy, qui est très engagée et très présente, et qui me dit, avec les habitants, oui, on a des problèmes de rappel de charges indus, c'est sale, chaque fois qu'on appelle le bailleur, il ne vient pas. Et un habitant m'a dit, ça m'a marqué à Vaux-en-Velin il y a 3 semaines, mais enfin, on ne nous respecte pas dans notre dignité. Et nous étions lors d'une réunion de locataires. Cette scène-là s'est renouvelée plusieurs fois. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est comme ça partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé au préfet de me faire un état des lieux. Parce que j'ai besoin de savoir, sous 3 semaines, si vraiment
c'est comme ça, ou si en réalité, et je crois que c'est plutôt le cas, c'est quand même la minorité des cas. Et j'ai besoin d'avoir des informations réalistes sur la situation. Donc vous allez regarder cet état des lieux, et là où ça ne va pas, vous allez faire quoi? Vous allez obliger les bailleurs, comment? Les bailleurs se sont engagés vis-à-vis de l'État et des mairies à une obligation de surentretien, c'est-à-dire de faire un peu plus que dans les logements habituels, moyennant une aide de 315 millions d'euros en tout, sur toute la France, et chaque année. Donc il faut qu'ils nous disent... C'est nous qui payons, les contribuables. C'est nous qui payons, c'est le contribuable, c'est à la fois la taxe locale et nationale. Et donc il faut qu'ils nous donnent des comptes, qu'ils nous rendent compte de l'utilisation de cet argent. Donc si on constate, à brève échéance, dans le courant du mois de mars, si on constate qu'il y a toujours les mêmes problèmes depuis longtemps, des ascenseurs en panne, la saleté, les ordures qui ne sont pas bien ramassées, les tags, les odeurs désagréables, les caves abîmées qui ne sont pas réparées, bref, la dégradation, eh bien, je me réserve la possibilité non pas de suspendre, mais d'annuler cette aide, et ça veut dire que c'est de l'argent public qui va rentrer dans les caisses des communes ou dans les caisses de l'État, puisque de deux choses l'une, soit c'est les bailleurs qui entretiennent, soit c'est les pouvoirs publics. Les bailleurs vont peut-être vous dire, mais oui, mais dans ce quartier, il y a un problème de trafic de drogue. Oui. Et donc là, on est quasiment impuissant à essayer de maintenir une vie normale dans un environnement qui ne soit pas dégradé. Je pense aux cages d'escalier, notamment. Vous êtes en phase avec l'approche de Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, mais on a tout essayé, Place Nette, ça ne marche pas? Alors, quelle est votre approche? D'abord, je suis en phase avec l'approche du ministre de l'Intérieur, de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin, parce qu'il faut éradiquer le trafic de drogue. Ça devient une vie ruinée pour les gens qui vivent au milieu du réseau, comme ils disent à Marseille. Ils appellent ça le réseau. Le réseau, c'est les trafiquants de drogue. Ils vivent avec. C'est plus possible. Il y a des bailleurs sociaux, en effet, qui dépensent énormément d'argent pour réparer un ascenseur qui est dégradé 2 jours après. Mais attention, ça n'est pas la loi du genre. Donc, il faut, là où il y a du trafic de drogue, à Marseille en particulier, et dans les banlieues où c'est le cas, la police est là, il y a des opérations Place Nette, et c'est un gros travail de police. Il revient juste après, le trafic, ça, tout le monde l'a constaté. Vous savez, j'ai visité ce matin une tour, précisément à Los, dans le Nord, où en 5 ans, les forces de l'ordre, avec les bailleurs sociaux, qui ont fait un travail remarquable, ont réussi à faire partir les trafiquants de drogue, qui avaient squatté carrément des appartements et qui avaient squatté le rez-de-chaussée. Donc, quand les bailleurs sociaux s'y mettent avec les forces de l'ordre, ça marche. C'est juste ça que je dis. Ne laissons pas ces quartiers à l'abandon. Occupons-nous ensemble, bailleurs sociaux, État et mairie. Il faut s'en occuper. Il faut juste dire, c'est une priorité, on va s'en occuper. Il faut aussi plus de fermeté en matière de justice des mineurs. Vous savez qu'ici, à l'Assemblée, est discutée la proposition de loi de Gabriel Attal, qui revient sur l'excuse de minorité. Elle vient d'être votée, d'ailleurs. Vous êtes à l'aise avec ça ? Moi, je suis à l'aise avec une chose importante qui touche aussi les quartiers politiques de la ville, c'est qu'on ne doit pas laisser un jeune qui fait une bêtise sans sanction. C'est comme l'éducation à la maison. Donc une comparution immédiate pour être à la fois jugé sur la culpabilité et la peine en même temps. Ce qui est important, en fait, la réalité, c'est qu'il faut aussi des moyens pour que les sanctions prononcées par les juges soient appliquées. Les sanctions, souvent, pour la justice des mineurs, c'est des sanctions éducatives. C'est la protection judiciaire de la jeunesse. C'est aussi des centres éducatifs fermés. Il faut sanctionner, comme le dit un excellent pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, il faut sanctionner le plus vite possible, parce que c'est comme ça qu'on éduque. Mais attention, il faut sanctionner pour éduquer. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner pour que le jeune ou l'adolescent ne recommence pas, donc reprenne ses études, se remette à construire une vie normale. Et la première chose à laquelle je vais m'attaquer, c'est la santé mentale et l'environnement des enfants. Si vous ne changez pas l'environnement des petits-enfants, si vous les laissez grandir dans ces taudis, avec des trafiquants de drogue. Donc attaquer les inégalités à la racine. En précarité, malades et pas soignés et pas pris en charge et pas aimés, parce qu'il faut les aimer, ces enfants. Si alors concrètement, la santé mentale des petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait? Une mesure, ce serait quoi? Ça va être une mesure dans les quartiers, dans les cités éducatives, où on va travailler avec les psychologues de ville. Je vous en reparlerai, il ne faut pas que j'en parle trop, parce qu'on est en train de le construire. D'accord. Mais c'est la priorité du gouvernement. Suffisants, présents, parce que vous parlez des mesures éducatives, mais ça, c'est les fameux emplois aidés aussi. Hein, oui, exactement. Les éducateurs dans les quartiers. Sur les emplois aidés, ceux qu'avait mis en place François Hollande, 5000 postes d'adultes relais, donc subventionnés par l'État, vont être supprimés à terme. Ils permettaient justement aux associations de faire tout un travail de terrain. Ça, vous l'acceptez? Ça ne sera pas le cas. Je vous le dis ici et pour tout le monde.
les 5000 postes d'emploi aidés ne seront pas supprimés. Je les ai sauvés, nous avons les financements et donc je vais commencer, dès que la loi de finances est promulguée, je pourrai libérer les crédits dans les régions et je dis à toutes les préfectures qui nous écoutent et à toutes les associations que les emplois aidés seront reconduits dans les mêmes proportions qu'en 2024. Merci pour cette annonce. L'approche de la politique de la ville d'Emmanuel Macron avait frappé les esprits. En 2017, on se souvient très bien sur le refus de l'assignation à la résidence, le dédoublement des classes en REP, les petits déjeuners servis dans les écoles. Et puis, au fond, presque plus rien. On a l'impression que ça ne l'intéresse plus. Et au fond, quand on regarde les quartiers, je prends la Seine-Saint-Denis, ici, quasiment tous les députés sont la France insoumise. C'est eux qui sont audibles dans les quartiers aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? D'abord, il y a quand même des choses qui ont été faites. Vous voyez, les petits déjeuners, je me souviens parce que je l'avais défendu en 2012 avec François Hollande, le président de la République l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des petits déjeuners gratuits. Alors, pas partout, mais dans les zones sensibles, il y en a, et c'est une bonne mesure. Autre mesure formidable qu'on avait soutenue aussi à gauche, le dédoublement des classes, des petites classes dans les quartiers. Il y a plus de 5 ans. Ça a été fait. Oui, mais ça a été fait notamment par Jean-Michel Blanquer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il y a eu des bonnes intuitions du président de la République et il y a plein de choses qui ont été faites. Et je trouve que le discours de la France insoumise est quand même désespérément caricatural. C'est-à-dire que leur ambition, d'ailleurs on l'a vu ces derniers temps, leur ambition c'est juste de déstructurer la République parce qu'ils veulent assigner à résidence et assigner sur une identité de communauté et d'origine les habitants des quartiers. Ils veulent, la France insoumise veut enfermer les habitants des banlieues dans une origine dont on ne pourrait plus sortir. C'est ça leur discours. Alors c'est un discours qui prend bien, en effet, quand il y a de la précarité, c'est vrai. Et donc le travail du gouvernement auquel j'appartiens, c'est de prendre ces sujets à bras-le-corps, comme il le fait sur la drogue, comme il le fait sur la sécurité, et comme nous allons le faire aussi sur la ville, avec des mesures éducatives, des mesures sociales, parce que n'oubliez pas que le but, c'est de faire des trajectoires qui rendent ces enfants-là et ces adolescents bien plus heureux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc il faut faire du sur-mesure et essayer d'être au plus près du terrain. Un mot quand même sur notre Premier ministre. Après le sentiment de submersion migratoire, il souhaite un débat plus large sur l'identité nationale. Qu'est-ce qu'être français? Est-ce que c'est vraiment le moment? Vous qui vous battez sur le terrain pour les associations, pour les éducateurs, pour les emplois aidés, est-ce que vous pensez que ça va réconcilier? Je crois qu'il y a un message à redélivrer, notamment aux électeurs de la France insoumise et aux électeurs de Marine Le Pen, sur le fait que la République, quelque chose qui est protégé par l'article 1er de la Constitution, qui est que tout citoyen doit être traité avec égalité, fraternité. Et donc ce principe-là, qui est le principe d'égalité de traitement devant la loi, quelles que soient vos origines, tout Français, quelles que soient ses origines, doit être traité de la même façon. Si ce débat nous permet de réapprendre ce principe fondamental de la République mais à tous les élèves, les précédents. on aura fait des progrès. Vous vous souvenez je me souviens du débat mais c'est pas du tout la même Sarkozy-Besson. chose. J'en ai parlé justement avec le Premier ministre. Ah oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Que ça n'a rien à voir avec le débat sur l'identité nationale. Ça aura lieu ce débat? Que ça n'a rien à voir. Nous verrons bien. En fait, on l'a déjà là maintenant, puisqu'on est en train de se dire ensemble et de dire, moi je dis à mes enfants, et je le dis dans tous les quartiers où je vais, quelles que soient vos origines, vous êtes français, quelle que soit la façon dont vous avez acquis la nationalité française, vous êtes français, et donc vous êtes membre de ce corpus, vous avez des droits et vous avez des devoirs. Un dernier mot, c'était aujourd'hui les assises de lutte contre l'antisémitisme lancées par Aurore Berger, ministre de la lutte contre les discriminations. Évidemment, les actes antisémites, on le sait, dans notre pays ont explosé depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza, avec des auteurs et des victimes de plus en plus jeunes. Ça gagne le collège, le lycée. Comment vous appréhendez ces sujets dans les quartiers politiques de la ville dont vous vous occupez? D'abord, je trouve que depuis le 7 octobre, l'explosion des atteintes antisémites est ignominieuse. On aurait pu s'attendre justement à de la solidarité et en réalité, ça a été pire. Et c'est très très grave. D'ailleurs, ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde entier. On traverse un moment très difficile et dans les quartiers, je n'ai jamais entendu la moindre remarque, la moindre allusion. On a plutôt des associations extrêmement solidaires et il n'y a pas de xénophobie, en tout cas chez tous les acteurs de la solidarité et dans la jeunesse que je croise. Maintenant,
le débat est devant nous. Et il va falloir lutter avec fermeté contre l'antisémitisme et le racisme, mais enfin c'est le combat de nos vies à nous tous ici et de la République d'entre nous, et c'est le combat de la République depuis toujours. Merci beaucoup Juliette Méadel. Vous reviendrez pour nous annoncer votre plan pour les quartiers. On va enchaîner et terminer avec nos chroniqueurs. On va revenir sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Betaram. Grand angle ce soir avec David Perrotin. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes journaliste à Mediapart. C'est vous qui avez révélé cette affaire avec Mathieu Desjean et Antione Rouget. Et bonsoir Elsa Mondingava, journaliste à LCP. Avant de vous entendre tous les deux, le rappel des faits, les principales réactions. C'est signé Dario Borgono. 112, c'est le nombre vertigineux de plaintes visant des faits présumés de violence, d'agression sexuelle et de viol entre les années 1950 et 2010 au collège-lycée Notre-Dame de Betaram. Selon une enquête de Mediapart du 5 février, le Premier ministre était au courant de ces faits. Situé près de sa ville, Pau, les enfants de François Bayrou y étaient scolarisés, sa femme y enseignait le catéchisme. Un sujet qui a fait irruption dans l'hémicycle ce mardi. Que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants pendant 30 ans. Vous avez choisi l'omerta. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Mais le soir même, Le Monde et la République des Pyrénées révèlent le témoignage d'un ancien magistrat affirmant avoir évoqué l'affaire avec l'actuel Premier ministre en 1998. Interpellé de nouveau le lendemain, François Bayrou persiste, mais apporte une nuance. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. À cette époque, c'est-à-dire lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997. Pourtant, la première plainte pour violence physique a été déposée en 1996. Alors, François Bayrou était-il au courant ou non? À gauche, les députés demandent des comptes. Et si vous avez silencié ces violences, vous devez démissionner. Les insoumis qui ont allumé la mèche en premier à l'Assemblée vont même plus loin. Je crois qu'on est face à, malheureusement, ce qui s'apparente de plus en plus à un scandale d'État. Le Premier ministre a indiqué qu'une plainte en diffamation allait être déposée. David Perrotin, vous qui avez enquêté, que pensez-vous de la défense de François Bayrou? Eh bien, je pense qu'elle est mensongère, totalement mensongère. Nous, on ne s'attendait pas à ce que le Premier ministre mente à 2 reprises devant la représentation nationale et dans la presse depuis ce matin. Il dit qu'il ne savait pas, finalement, quand il était ministre de l'Éducation, 93-97. C'est pas vrai? En fait, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on a un Premier ministre qui ment alors que tous les Français ont les preuves de ce mensonge. Là, j'ai juste une archive de ministre en pèlerin, ça c'est en 96, où François Bayrou se déplace à Betaram pour parler des accusations à l'époque d'un surveillant qui a été condamné pour des violences sur un élève, et il défend l'établissement. Il y a sa photo. Alors ça, c'est une archive de Sud-Ouest. À cette époque, il y a déjà une enquête judiciaire ou pas? Là, à cette époque, il y a une plainte qui a été déposée et 1 mois plus tard, le surveillant sera condamné. Dans la République des Pyrénées. Donc il ne pouvait pas ne pas savoir. En revanche, il savait que l'enquête était en cours. La justice faisait son travail. Il savait que l'enquête était en cours. Là, on parle de faits de 96. Et tout au long de sa vie d'élu, il a été alerté sur des graves accusations, parce que là on parle de violence physique. Plus tard, en 98, ce sera 2 viols sur mineurs. Et hier, Mediapart a publié l'interview d'un juge d'instruction de l'époque qui dit dans cette interview: j'ai rencontré François Bayrou, il s'inquiétait comme parent d'élève. Donc il faut imaginer la scène. On a à ce moment-là le président du Conseil général qui a été ministre de l'Éducation. Donc on est en 1998, François Bayrou. En 98, qui se rend chez un juge d'instruction, c'est-à-dire sur des faits par ailleurs qui sont couverts par le secret d'instruction, pour s'inquiéter, et dit le juge, non pas des élèves de l'établissement en tant qu'élus, pour s'inquiéter de la situation de son fils qui est scolarisé à Notre-Dame de Betaram, parce qu'il ne croit pas
que le père Carricart, qui est le directeur à ce moment-là de l'institution, puisse être coupable. Donc attendez, pour être bien clair, vous nous dites que oui, il savait, donc il ment devant la représentation nationale, d'après les documents et les arguments que vous venez nous exposer. Et en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher de n'avoir rien fait, sachant que la justice, d'après les dates que vous nous communiquez, 98, était déjà en train d'enquêter? Donc c'est le fait d'avoir dit qu'il ne savait pas, le problème principal. Dans sa déclaration à l'Assemblée nationale, le Premier ministre ajoute « Est-ce que vous croyez que si j'avais su, j'aurais laissé mes enfants dans cette institution ?» Nous, ce qu'on dit, pas Mediapart dit, toutes les archives de presse de l'époque, les témoignages du juge, des témoins qu'on a retrouvés, disent qu'il avait été alerté, et donc effectivement, alors qu'il savait qu'il y avait des violences sexuelles, la mise en examen d'un directeur, des surveillants, des plaintes et un surveillant condamné pour des violences physiques, à cette époque-là, il a donc laissé ses enfants. Et surtout, j'ajoute, parce que c'est un peu le plus important, il faut rappeler quand même que c'est son fief électoral, là où est situé Notre-Dame de Bétharram. En tant qu'élu, il a été aussi député de la région, il a été président du Conseil général. À aucun moment, il n'a par exemple... alerté... fait un article 40, par exemple. Un article 40 pour d'autres suspicions qu'il y a eu. Et comment nous, Mediapart, on s'intéresse à la chose? C'est parce qu'en 2023, vous avez progressivement une centaine de plaintes pour des faits sordides de violences pédocriminelles. Bien plus tard, hein. Bien plus tard. Mais nous, ce qui nous a alertés, c'est le silence de François Bayrou. François Bayrou qui n'est pas avare en commentaire de la vie politique. Il s'est par exemple exprimé sur l'affaire Gisèle Pellico. On s'est dit, on a fouillé. On s'est dit, c'est étonnant qu'il ne soit jamais exprimé sur cette affaire, alors que c'est son fief électoral, que ses enfants étaient scolarisés, que sa femme enseignait le catéchisme dans cet établissement. Vous avez bien développé tous les arguments. On les retrouve très précisément dans les colonnes de Mediapart. Elle est devenue politique, cette affaire, très clairement, Elsa Mondingava. Oui, bien sûr, puisque la France Insoumise a posé 2 questions, une mardi, mercredi. C'est assez rare qu'un groupe fasse un droit de réponse, un droit de suite pour confronter un ministre avec les paroles qu'il a données la veille. Dans l'entourage du Premier ministre et plus globalement dans le bloc central, quand on les interroge, ils ont du mal à voir à quel point l'affaire peut vraiment embarrasser le Premier ministre ou non. Eux dénoncent, et c'est leur mot, une chasse à l'homme, dit que Mediapart ne s'y intéresse que parce que François Bayrou est Premier ministre. Et ce qu'ils mettent en avant, Matignon, c'est 2 témoignages, l'avocat de la première victime et le porte-parole des victimes, qui ont tendance à dédouaner un peu François Bayrou, en tout cas en disant, voilà, il n'est pas dans les affaires, il n'y a pas son nom, etc. Ce qui est un peu étonnant, et ce qu'on peut relever, et ce qui commence à dire aussi l'entourage de François Bayrou, nous on dit, voilà, il n'était pas plus au courant que les autres. Sauf que c'est vrai que François Bayrou, dans sa défense, parfois laisse le sentiment que lui n'était pas au courant, alors que c'était dans la presse locale, j'imagine, dans les conversations de beaucoup de parents. Donc certains de ses proches commencent à dire s'il s'est mal exprimé, notamment sur est-ce qu'il parlait quand il était vraiment ministre de l'Éducation, est-ce qu'il parlait plus globalement, de quoi il parle. S'il y a nécessité pour lui de préciser les choses, il va le faire. Alors, en tout cas, certains lui conseillent de le faire en disant peut-être qu'après tout, dans l'expression, il a pu donner le sentiment de n'être au courant de rien. Je rappelle... Est-ce qu'il a été pris de court ? Alors, ça peut paraître un peu anecdotique quand on parle d'affaires si graves-là, mais juste pour comprendre, à Matignon, il y a une direction de la communication qui est... voilà, il a des conseillers en communication, mais ce n'est pas tout à fait structuré comme ça peut l'être chez certains premiers ministres, et on dit souvent qu'en plus, Bayrou n'écoute que lui-même. Non, je pense que peut-être qu'il ne s'attendait pas à la question, quoiqu'il a quand même en tête certaines dates. Donc on peut penser quand même qu'il s'imaginait qu'il allait être interpellé sur le sujet. Cette affaire, elle est devenue, elle est judiciaire, elle est médiatique, enfin de presse, d'une enquête de presse importante, et puis elle arrive dans un contexte politique, parce qu'il va y avoir une motion de censure cette semaine. Ça peut avoir des conséquences directes sur le Premier ministre ? Alors les Insoumis disent faut censurer, on voit parmi les autres personnes, les autres groupes à gauche, il y a beaucoup plus de prudence. Ce qui demande à François Bayrou, c'est de s'expliquer, c'est la vérité. Mais je pense qu'il y a une difficulté pour d'autres groupes politiques, si vous voulez, à mélanger la situation de l'Assemblée, du projet de loi de financement de la sécurité sociale avec des accusations qui sont extrêmement graves. Et voilà, donc je pense que pour les Insoumis, demandent la démission, demandent la censure, notamment en disant que ce sujet-là ne fait que rajouter à des raisons pour censurer le Premier ministre. Les socialistes, par exemple, eux, sont beaucoup plus prudents et on voit qu'ils sont mal à l'aise à l'idée de parler de tout en même temps. Très clair, on va suivre ça évidemment sur LCP. Vous aurez le mot de la fin, David Perrotin, pour bien comprendre. On a l'impression que Mediapart clairement dit qu'il a participé à une forme d'omerta, on peut le dire comme ça, et même d'une certaine façon soutenu cet établissement. Vous feuilletonnerez
Mediapart a d'autres éléments à venir, à publier? C'est le Premier ministre qui feuilletonne parce qu'il feuilletonne par ses mensonges. Donc nous, on essaie de courir derrière ces mensonges pour essayer de montrer ce qui existe, les éléments matériels et factuels. Mais est-ce qu'il y aura d'autres révélations? Il y aura d'autres révélations. Il y aura d'autres révélations. Mediapart, vous nous le confirmez? Je vous le confirme. Vous ne pouvez pas nous dire de quelle nature? Non, mais parce qu'on suit ce dossier et que, en fait, plus le Premier ministre ment, il n'y a pas de chasse à l'homme. Nous, on a suivi Stanislas, l'établissement privé, il n'y a pas de chasse à l'homme. En revanche, quand un Premier ministre ment devant la représentation nationale, c'est notre travail que d'aller exposer aux Français les éléments matériels. Merci beaucoup pour ce grand angle, ce décryptage, et il le méritait. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur LCP. À demain.